En moins d'un mois, du 12 janvier au 9 février 2022, Benjamin Védrine, Léo Billon et Sébastien Rattel ont enchaîné 3 voies extrêmes, dans les faces nord de l'Eiger, des Grandes Jorasses et du Cervin. 3 parois de référence qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, sous le nom de trilogie. Les faces de la trilogie, Eiger, Joras et Cervin, pour moi, depuis le massif des Écrins, je les voyais comme des sortes de Graal un peu, dans le sens où c'était des grandes phases, on entendait parler, il y avait eu beaucoup d'histoires, de drames. Et voilà, je me suis dit, c'est le moment, il faut y aller. Et j'en ai parlé du coup à Léo, Seb, et on a formé cette cordée. Et pour moi, donc la trilogie, elle a commencé comme ça. Elle a commencé par une quête personnelle qui au final est devenue finalement une quête un peu de cordée. Et d'avoir du coup les deux comme ça qui répondent positivement à un peu ma demande, ouais, moi j'étais là, trop bien. Ça c'est bon. C'est ça qu'on veut voir. C'est bon là. On va se poser 2 secondes avant la descente. On le mérite. Le 12 janvier 2022, la cordée commence sa trilogie par la face nord de l'Eiger. Les 3 grimpeurs ont choisi l'itinéraire le plus légendaire de la paroi, la Directissime. Cette voie est nommée John Harlin, en hommage à l'alpiniste américain mort lors de l'ouverture pendant l'hiver 1966. On est bientôt au pied du mur et on comprend pas beaucoup là où ça passe. Hein. Allez Léo, premier mètre. À base de seconde poignée dès le départ. Benjamin, on se connaît depuis le lycée. On a évolué en parallèle et c'est un super copain. On a plein de différences sur comment on voit la montagne, sur la manière de la pratiquer. Mais il y a plein d'autres points où on se retrouve sur les manières de fonctionner, sur la manière de réfléchir. On se comprend, quoi. Bon, premier soir, première journée, on vient de fixer les 3 premières longueurs, pas très dures. Et au-dessus de nous, voilà, s'annoncent les difficultés. Il fait pas très froid, c'est cool. Et puis Seb Rattel a bien établi le camp de base au pied de la falaise, donc on va pouvoir aller au chaud dans la tente assez rapidement. Alors ça c'est pour ce soir, ça c'est pour ce soir, ça c'est pour ce soir. Et c'est pas tous les soirs. Les autres soirs c'est pas la fête comme ça. Ceinture. C'est ceinture. C'est un peu différent avec Seb, je l'ai connu beaucoup plus tard. On se rejoint beaucoup plus sur la vision de la montagne et sur ce qu'on veut y faire. Et du coup, quand on est que tous les deux avec Seb, il nous manque quelqu'un qui a la forme, qui a la caisse. Du coup, on a pris Benjamin, quoi. Alors, Léo, c'est presque une histoire d'amour. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au stage d'Aspi par hasard. Au groupe, au GMHM, ça m'a presque fait regretter de quitter le groupe. De voir quelqu'un comme Léo rentrer, moi j'étais sur le retour et lui sur l'aller. Ça m'a vraiment aidé à me motiver, à rester motivé, à avoir d'autres projets, à aspirer vers d'autres choses. Parce que moi, 11 ans en groupe, j'ai quand même beaucoup été le leader. Et là, d'avoir quelqu'un de nouveau, qui avait une vision que je partageais complètement, ça m'a vraiment, oui, ça m'a apporté. Et puis après, malgré tout, j'étais plus au groupe, mais on a continué de beaucoup grimper ensemble et de passer beaucoup de temps ensemble. Benjamin, Sébastien et Léo sont tous les 3 passés par le groupe militaire de haute montagne. Quelques mois seulement pour Benjamin, mais 11 ans pour Sébastien, qui l'a quitté en 2019 et dont le palmarès est exceptionnel. Le GMHM est une petite unité de l'armée française, un laboratoire du haut niveau qui réunit depuis 1976 une sélection des meilleurs grimpeurs français du moment. Léo est l'un des leaders du groupe depuis 2017. Et Benjamin, c'est un profil bien plus endurant que nous et qui a une autre vision, une autre manière de voir la montagne. Lui, je pense qu'il a très peu fait de bivouac en hiver parce que la plupart du temps, il fait des voies à la journée. Et donc nous, on s'est un peu servi de notre expérience sur les bivouacs et lui de sa vitesse d'exécution. Les pentes en neige, c'est pour Benjamin, les gros sacs à l'approche, c'est pour Benjamin, les descentes, c'est Benjamin. Attends.
Et dans notre cordée, ben voilà, Seb, Léo, Léo que je connais très bien, un peu fougueux, Seb, très posé, très calme, mais qui t'apporte énormément de confiance. Bon ben voilà, les deux réunis, si tu veux, toi t'es au milieu, tu te sens en osmose, mais une osmose qui est, tu vois, c'est presque un cours de yoga en montagne, quoi, mais... Premier jour de l'ascension. Voilà, j'ai fait en tête le début. C'est en très bonne condition. Il y a des plaquages là qui ont été formés, donc c'est de la glace. C'est plutôt facile pour progresser. Et on voit Léo qui est en bas, qui va arriver dans pas longtemps. Allez Seb, hein. Seb dans le M6, avant une plateforme pour bivouaquer. C'est même pas la trilogie, en fait, c'est l'histoire de chaque paroi individuellement. C'est des parois chargées d'histoire, c'est là où il y a quand même dans les voies les plus dures, les plus soutenues des Alpes. Les récits aussi les plus dingues, ceux qui nous ont inspirés. Il y a la première de Laeger, 342 heures dans les Jorasses, il y a plein de choses, il y a Bonatti au Cervin, enfin bref. C'est vraiment plus individuellement que de les relier toutes les trois qui m'ont appelé. Et du coup, c'est naturellement qu'on se dit on va faire une voie sur ces trois faces mythiques. Le lien, il se fait à ce moment-là, c'est de se dire, ben, si je dois faire trois voies sur trois faces emblématiques, c'est ces trois faces-là. Le choix de cette trilogie, le choix des voies pour chaque face, ne doit rien au hasard. Benjamin, Léo et Seb sont les héritiers d'une épopée vieille de presque un siècle, celle des derniers problèmes des Alpes. Leur quête est également une immersion dans l'histoire. Au début des années 30, les alpinistes italiens et allemands sont en avance sur leur temps, grâce à l'utilisation systématique des pitons et des broches à glace. Cela leur permet d'envisager les ascensions des parois les plus redoutables. Les faces nord du Cervin, de Laeger et des Grandes Jorasses deviennent les derniers grands problèmes des Alpes. En 1931, la face nord du Cervin est la première à être gravie par les frères Franz et Tony Schmidt, venus de Munich à vélo. La face nord de Laeger est la plus haute et la plus exposée aux chutes de pierre. Les tentatives dramatiques se multiplient, notamment celle de 1936, avec le décès de 4 alpinistes dans des conditions effroyables, en particulier Tony Kurz, qui meurt d'épuisement à quelques mètres de ses sauveteurs. En 1938, la face nord sera vaincue par 2 cordées, l'une allemande dirigée par Eckmer, l'autre autrichienne menée par Harrer. Ils uniront leurs forces et parviendront à gravir les 1800 mètres de la paroi. Dans la foulée, une cordée italienne, emmenée par Riccardo Cassin, rejoint la face nord des Grandes Jorasses et réussit la première ascension de l'éperon Walker. Les 3 faces nord de la trilogie sont vaincues, mais le mythe ne fait que commencer. Le premier alpiniste à réussir l'ascension des 3 faces nord sera Gaston Rébuffat en 1952, exploit relaté dans son film « Étoiles et tempêtes ». Dans les années 1960, les regards se tournent à nouveau vers Laeger, avec l'objectif de tracer une directissime de la face nord. Une équipe anglo-américaine et une équipe allemande réunissent leurs forces après avoir été en rivalité. Les difficultés sont franchies en escalade artificielle et la paroi est entièrement équipée de cordes fixes, comme dans une ascension himalayenne de l'époque. Le 22 mars 1966, l'alpiniste John Harlin meurt à la suite de la rupture d'une corde fixe. 3 jours plus tard, ses compagnons atteignent le sommet et lui dédient la voie. Au cours de l'hiver 1977-78, le Français Yvan Gérardini est le premier à réussir la trilogie en solitaire et en hivernal par les voies classiques des faces nord. Une remarquable réussite sans assistance. Coup de théâtre dans les Alpes. En juillet 1985, Christophe Profit enchaîne la trilogie en moins de 24 heures. 2 ans plus tard, il réussit le même parcours, mais en hiver et en 42 heures. La caméra de Nicolas Philibert le filme ici dans la face nord de l'éperon Croze, aux Grandes Jorasses.
Ce qui était autrefois l'aboutissement d'une vie d'alpiniste devient possible en quelques dizaines d'heures, au prix d'un engagement absolu et de capacités physiques exceptionnelles. Avec ces enchaînements de Christophe Profit, l'alpinisme bascule dans une nouvelle dimension. L'ascension s'est passée vraiment sans problème, je suis en super forme. J'ai fait une marche d'approche tout à fait tranquille, j'ai essayé de ne pas trop me dépenser. J'ai démarré lentement sur le premier tiers de la paroi. J'étais obligé de m'arrêter 1 heure parce qu'il faisait nuit, mais ça m'a permis de m'alimenter, de manger et de prendre beaucoup de boissons, donc tout ce que j'avais dans le sac. Et puis ensuite j'ai acquis un rythme de croisière durant toutes les difficultés, notamment le 2e ressaut et le 3e ressaut. Tu as mis combien d'heures au total? Je crois qu'au total, j'ai dû mettre 5 heures. Ça va, tu n'es pas trop fatigué? Pour l'instant, il n'y a aucune fatigue, non. Rien du tout. On pense pas à quelque chose de très fort, il n'y a pas une obsession qui revient tout le temps? Non, j'ai eu un moment très fort, c'est en arrivant ici au sommet des Joras. C'est tellement émouvant qu'on finit un peu par craquer parce qu'on a... C'est énorme, mais ensuite, on verra comment ça va se passer. Sur les deux, sur les deux. Le lendemain, alors que Christophe Profit est déjà haut dans la face nord de l'Eiger, un autre alpiniste se lance à ses trousses. Il s'agit d'Éric Escoffier, jeune surdoué, armé d'un solide esprit de compétition et qui veut jouer les troubles fêtes. Les parois de la trilogie deviennent un stade où s'affrontent des athlètes. Éric Escoffier réussira son ascension de l'Eiger, mais renoncera dans la face nord du Cervin. Christophe Profit restera le grand vainqueur de la trilogie express. Entre 1992 et 1994, une autre légende de l'alpinisme, Catherine Destivelle, a bouclé une trilogie en solitaire et en hivernal, sans avoir repéré les itinéraires. Le mythe de la trilogie a ainsi traversé les générations d'alpinistes, en conservant toute sa valeur technique et symbolique. Hier comme aujourd'hui, réussir la trilogie, c'est être un grand alpiniste. Retour dans la face nord de l'Eiger, au premier jour de l'ascension. La singularité de la trilogie entamée par Léo, Seb et Benjamin est de gravir des voies de difficulté extrême en intégrant un élément nouveau. Une succession de premières qu'ils veulent réaliser en un seul hiver. Dans l'Eiger, ils veulent réussir la première ascension de la voie Arline en technique alpine. Plusieurs tentatives ont déjà eu lieu pour gravir cette directissime de façon plus éthique, mais aucune n'a abouti. Allez Léo, dans la 2e longueur du Windows Wall, mur de la fenêtre. Un 6C sur calcaire là qui est pas évident apparemment. Allez. Voilà, je viens de terminer le bivouac. Et les deux autres collègues là ils sont en train de fixer les longueurs qui sont juste au-dessus. Ouais, et pendant ce temps-là, les copains qui sont en train de faire les longueurs. Il y a Léo qui est là, Seb qui est devant en train de grimper. En espérant qu'ils arrivent à trouver le chemin. Pendant ce temps-là, moi j'ai installé la tente juste là. Vous êtes mignons là. On ne me dit pas souvent. Mais c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. Je prends. Allez, 2e jour. 2e jour. De bon matin. 2e jour dans les Grandes Joras. Non, c'est la guerre, non? Après, l'Eiger, ben, pareil, quoi, grande face, tu vois, je savais pas trop dans quoi je mettais les pieds, parce que t'entends parler de l'Eiger vraiment comme quelque chose de très austère, très impressionnant. Et au final, du coup, de suivre un peu voilà, cette ligne de la voie Arline, là, et ben, ça m'a fait rendre compte qu'en fait, ben, on en était tous capables, que c'était une face qu'on pouvait réussir à apprivoiser. Voilà.
Putain, la première vraie longueur de glace, quoi. Elle est jolie, Très joli. avec la lame et tout là. C'est presque agréable. Belle longueur bien déversante. Respect aux ouvreurs. Hein. Ça y est, on voit la suite dans le dièdre ici. On distingue un peu les relais. Là, on est arrivé à la mouche. Voilà, maintenant c'est une partie aventureuse, nouvelle, qu'on ne connaît pas. Donc c'est tout nouveau, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va avoir un bon bivouac? Réponse tout à l'heure. Bon, pendant qu'ils sont en train de grimper, moi j'essaye de faire un petit bivouac là assis. Et voilà, il faut essayer de piocher avec le piolet là, mais il y a vraiment très peu de neige, très peu de matière, donc j'attaque la glace. Et puis on va dormir assis, comme on le voit. Ouais, vas-y, raconte. Alors c'était comment? La merde. Et là au-dessus c'est Bagdad. Ah ouais? C'est là où vous avez envoyé plein de pierres? Ouais, c'est hyper raide, le rocher est dégueu. Moi j'ai grimpé dans la cheminée en rocher vraiment putride. Ouais. Et quand je suis arrivé en haut, il y avait un python avec un mousqueton de but. Bon, on n'est pas rendu alors. Non, demain faut rien lâcher. Ouais. Ça va les gars? Vous êtes bien là? Pour dormir? Ah bah là je sens que c'est une pure nuit réparatrice. On va être pas le neuf demain matin. Oh Grâce à putain. Védrine qui a escavé 3 mètres cubes de glace noire. C'est la terrasse de glace, ouais. Oh, les hommes préhistoriques. Quoi. On va vous retrouver dans 10 000 ans. Bien conservé. Et le vide, juste à côté. Ah, dans les cheminées verticales de la voie Arline, ambiance austère. Léo qui remonte à la corde. Ça y est, on est sorti de la cheminée. Je me suis mis un bon taquet là, avec une longueur sans protection là, pendant une bonne vingtaine, voire un peu plus de mètres. Et maintenant, on est dans du terrain un peu plus facile, mais qui n'a pas l'air évident à protéger ni à grimper. Voilà, je vous laisse regarder. Ça prend tout ça. Voilà. Bon, on avance, on avance. Ah, c'est magnifique, il y avait un aigle royal là, juste là. Il était juste sous le sommet. Il est en train de profiter des vents dynamiques qui sont forts aujourd'hui. Et là, ça y est, on est sorti dans les pentes de glace. Il ne reste vraiment rien du tout là, on est pas loin du sommet. Léo qui remonte, une longueur vraiment en plaquage très fin. Pas évidente à protéger. Mais ça y est, on touche au but bientôt. On est sorti du plus dur, on risque plus grand chose là. Sommet de l'Eiger, 16 janvier 2022. Après 4 jours dans la face, Léo, Seb et Benjamin ont réussi leur pari. Première de la voie Arline en technique alpine. Leur trilogie a parfaitement commencé. Dès qu'un nouveau créneau météo se présentera, ils partiront pour la face nord des Grandes Jorasses. Tu vas bien les gars? Ouais, et toi? T'as la forme? Stéphane Benoît, c'est un des plus grands alpinistes français, himalayiste aussi, et qui dans les Alpes a fait beaucoup d'hivernales et a ouvert aussi des voies qui sont restées, pour certaines, des belles références de mixte. Stéphane travaille depuis quelques années avec le groupe Géant, qui assure la formation des jeunes alpinistes de haut niveau à la Fédération française des clubs alpins. Seb, Léo et Benjamin ont été autrefois ses stagiaires. Pour moi, c'est ni du haut niveau, ni du très haut niveau, c'est le top niveau. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Il y a l'entité cordée. Voilà, ils se connaissent bien. Ce qui est vraiment magique dans une cordée, c'est que finalement, dans le cas de 3, finalement, il y a aussi le fait de créer une entité cordée qui va créer une dynamique propre et
permettre une plus grande réalisation du projet. La cordée, pour moi, c'est vraiment purement un état d'esprit. Au-delà, ça prend même le dessus sur les caractéristiques physiques et techniques. C'est ce qui va permettre de réaliser les plus grands projets, mais ça permet de vraiment aller plus loin dans la performance sportive. C'est cette dimension humaine, tout à fait. C'est ce travail sur qu'est-ce que je suis capable d'apporter à la cordée, même si on n'en a pas forcément conscience, hein. Mais on le vit simplement. Quand on est dedans, on le vit simplement. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner à la cordée et pas simplement être dans un rapport individuel et de ma propre performance. Voilà. Donc effectivement, il y a un rapport à l'ego. C'est quelque chose qui est très important pour moi, les hivernales. Donc c'est vrai que les gens qui s'inscrivent dans cette démarche, déjà, il y a tout de suite pour moi, ça facilite la communication, l'échange, on s'est inscrit dans le même truc, donc on se comprend. Eux aussi sont maintenant une source d'inspiration pour moi. Une semaine après être redescendus de l'Eiger, Léo, Seb et Benjamin s'engagent dans la face nord des Grandes Jorasses. Allez, il est tard le soir et avec Léo, on est en train de fixer l'arrimée pour pouvoir demain matin aller plus vite, éviter cette petite longueur désagréable. Bon les gars, c'est parti. 6 heures. Premier jour. Direct de l'amitié. Ça y est, on a pris pied sur la rampe de la direct de l'amitié et les conditions sont vraiment bonnes. C'est du plaquage, glace et un peu neige quick, donc ça permet d'avancer bien vite. Et on va aller de plus en plus dans le dur. Allez, allez Léo qui essaye de libérer une longueur. Pour cette deuxième ascension de la trilogie, la cordée veut tenter de libérer la directe de l'amitié. Une voie ouverte en 1974 par une équipe réunissant Yannick Seigneur, Marc Galli, Michel Feuillarade et Louis Audoubert. À l'époque, il leur avait fallu 20 jours pour rejoindre le sommet de la pointe Whymper. L'escalade artificielle avait été largement pratiquée. Libérer la voie nécessite que chacune des longueurs soit gravie en libre par au moins un des membres de l'équipe. Les ancrages artificiels, pitons, coinceurs et autres goujons devront donc servir uniquement à l'assurage et non à la progression. Ça, c'est une pure longueur, hein. Ah ouais, magnifique longueur là. Variée, avec un petit plaquage à la fin, c'est splendide. Bon, il est 17h et quelques, la nuit va bientôt arriver, mais on décide peut-être, on va faire ça collégialement avec Sébastien, mais pour l'instant on décide de peut-être bourrer encore un peu, continuer, et une longueur au-dessus pour aller voir. Voilà, il y a une belle ambiance, hein. Alors Léo se tape une dernière longueur, est motivé, hein. Et puis voilà, c'est des longueurs qui sont pas faciles à protéger et qui sont pas si anodines finalement. Donc espérons que ça fasse bien. Et on va se retrouver sûrement au pied du surplomb, au pied de la zone surplombante. Voilà. Ça y est, on vient d'arriver au bivouac, il faut tout installer. Gonfler les hautes-allèges. Se mettre tout en place. Ça va Léo? T'es bien? Ouais. T'es calé là, hein? Là c'est bien, dans la glace. Magnifique. Allez, Seb qui part pour le deuxième jour, 7h30. Une longueur bien raide au-dessus du bivouac. Et là, de bon matin, bah, ça va piquer un peu, j'ai l'impression. Seb qui attaque la partie surplombante, ça y est, la partie finale, qui est la plus dure, la plus longue. Première longueur donc en A2, qu'il est en train d'essayer de libérer en tête, à vue. Et puis surtout, c'est juste le démarrage, donc on n'est pas encore bien réchauffé. Allez Seb, allez respire bien, respire mec, allez. Allez Seb, allez super. Ah, ça va.
Il y a eu un réveil difficile pour ma part. Une chute après 6 mètres d'escalade. J'ai fini la longueur un peu en artif en repérant. Bon, Seb est tombé, donc il continue en artif. Et là-haut, le rocher est vraiment pas terrible, donc il fait attention. Oh, attention, voilà. La preuve. Bon, ben Seb vient de faire relais en haut des difficultés. Il décide de redescendre et de retenter la longueur en tête en laissant les protections. Mais bon, ce que je disais, c'était que c'est quand même laborieux et c'est un peu dénué de sens, non? Bah non, ça rajoute un challenge, quoi. Ça rajoute un challenge? Bah oui, parce que c'est sûr, sinon on va aller en haut. Si on fait de la 1 tout le long, on va arriver en haut. Ah, il dénigre la directe de l'amitié, quoi. Mais non, je dénigre pas, mais c'est juste que c'est plus... Oui, c'est plus Ça rigolo. rajoute un piment. Un petit piment. Et en plus, on dort bien dans cette phase. Oh putain. Il n'y a pas de quoi se précipiter, quoi. Oh, la nuit qu'on a faite, ah ouais. Bon, bah écoute, on va essayer, on va voir, hein. On va voir ce que dit notre ami Seb. On va croiser les doigts. Allez, Seb, hein. Allez, fais bien travailler, là. Allez, mec. Allez, reste concentré, là. Allez, reste focus, respire, tranquille. Allez, mec. Oui. Encore, allez. Oui. Ça, c'est bon. C'est ça qu'on veut voir. C'est bon, là. Ouais, mec. Vraiment stylé, un pur dièdre en dévers, trop beau et tout. Et maintenant, deuxième longueur vraiment pas évidente a priori. Meilleur rocher. Et Seb aux affaires. Allez, dans la partie la plus raide là. Il n'y a pas du tout de pied. Allez Seb, allez gars. Allez, c'est un beau combat là qui se met. Tranquille. Je me mets la race, j'avance, je zip, je me rattrape, je continue. Je me fais fumer les biceps, je suis au bout du rouleau. Je commence à voir que ça commence à se coucher. Et là, je pars avec un bloc. Je casse mon leash, je m'ouvre le doigt, je me brûle les doigts. Là, c'est le chaos. Ça va Seb? Ah merde. Du coup, tant bien que mal, je finis en artif, en mettant de la peinture rouge sur toutes les prises. Et notre petit Benjamin Védrine enchaîne la longueur derrière, avec talent. Avec brio. Trop classe, du grand libre. Mais là, il est en train de nous annoncer que cette longueur, il la recommanderait même pas à ses ennemis. Donc, Elle vient de nous tuer, cette longueur. Avant même d'y avoir mis les pieds dedans. je pense qu'on va basculer dans un autre mode d'ascension maintenant. On va redevenir alpiniste, quoi. Ouais, on va repasser en mode rouleau compresseur. Je crois que nos velléités de libre vont s'arrêter ici. En même temps, comme je vois comme la stat, elle part derrière. Je crois que... La question de libérer la voie, c'était assez flou, si tu veux. J'avais jamais trop fait d'hivernal comme ça, où je me disais, dès la base de la falaise, de la face, eh ben, va falloir te libérer toutes les longueurs. Donc ça, pour moi, c'était un challenge nouveau. J'étais curieux de voir ce que ça donnait. Et grâce à Seb et Léo, en fait, qui avaient déjà expérimenté ça au Dru l'année d'avant, eh ben, ça marchait bien et c'était finalement assez intéressant. Mais dans ce processus de libération de voie, en fait, il faut accepter du coup de rester plus longtemps que ce qu'un alpiniste lambda voudrait dans la face. Voilà. Surtout dans une face austère comme ça en hiver où tu sais que le créneau météo, il est susceptible de changer très rapidement. Du coup, il faut accepter de se poser, de prendre le temps, où habituellement, normalement, tu te dirais soyons le plus efficace possible, sortons. On est arrivé à un super bivouac. Pas de vent cette nuit. Et demain 30. Allez, dernier jour, dernier matin, on range le bivouac. Le soleil commence à se lever. C'est la nuit déchirée. Allez, c'est reparti, Léo qui démarre. Dernier jour.
J'espère être au sommet en début d'après-midi. Et ça démarre par une petite longueur coquine en traversée pour aller rejoindre le dièdre à gauche. On ne sait pas si ça va faire, là on va voir comment il va se débrouiller. Il y a une sangle sur un béquet avec un mousqueton, donc sûrement que les premiers ils ont dû faire un pendule pour accéder à la zone plus facile. Mais Léo va nous tenter l'impossible. Oui, c'est bon ça. Faut que tu descendes même, non? Allez, respire. Même si on peut paraître insouciant à des moments et léger dans notre manière de fonctionner, c'est pas du tout le cas en fait. Vraiment, que ce soit pour Benj, Seb ou moi, c'est pas notre cas personnellement et c'est pas notre cas quand on est tous les trois en fait. Et après, moi, globalement, même si on peut paraître à plaisanter, à rigoler, moi, globalement, en montagne, j'ai toujours peur. Que ce soit avant ou pendant, en fait. Pour moi, c'est une constante depuis que j'ai commencé l'alpinisme, j'ai peur. Et pour moi, la peur, elle n'empêche pas le fait que je peux déconner avec mes copains. Ah, ça y est, Léo, il a bien réussi tous les mouvements pour l'instant. Ça n'a pas l'air évident du tout là, ce qu'il est en train de faire là-bas. Il va arriver au pied du dièdre bien surplombant là-haut. Longueur qui apparaît comme étant clé ici. Allez, il est 9h30. Léo qui attaque les difficultés du jour. Des belles lames. Normalement c'est à côté A2. Et là il va nous le sortir en libre. Ça va être magnifique. C'est bon Léo, super. Trois plus à 1. Allez oh, c'est super ça. C'est la dernière longueur d'A2 quoi. Bon, après cette magnifique longueur que fait Léo, il nous reste 2 longueurs de 60 mètres pour arriver là-haut au sommet. Bilan de cette deuxième ascension de la trilogie en face nord des Grandes Jorasses, une seule longueur de la directe de l'Amitié aura résisté à la cordée. Toutes les autres auront été libérées. Le challenge reste donc ouvert. Putain, ce vent, hein. Ça caille, hein. Ouais, là, je pense que tu restes ici à dormir. T'es pas bien, hein. L'appel du sommet, c'est pour nous. Faudrait pas que le gros champignon de neige, il nous tombe dessus, quand même, hein. Ouais. Ça serait ballot. Ça y est. Arrête Sovital. Arrête Sovital. Le sommet! Le sommet! C'est trop beau. On va se poser 2 secondes avant la descente. On le mérite. Ça y est, on est dans la descente, bientôt au refuge Bocalate et Vitali, Courmayeur. Sacrée journée, mais en tout cas, tout s'est bien passé. Et là, il fait une chaleur en versant sud. C'est assez contrasté avec ce qu'on a vécu ces 3 jours. Allez, retour à la civilisation. Et puis, prochaine étape, le Cervin. Hein. Le fait de m'imposer quelque chose sur un hiver, c'était la première fois que je faisais ça. Et du coup, ça, c'est presque plus ça qui était marquant, en fait. Après, d'un point de vue personnel, c'était quand même stressant. Du coup, ce challenge de s'imposer quelque chose, de s'imposer 3 ascensions pour réussir, ça apportait du stress et de l'inconfort, quoi. Pendant un mois, on pensait plus qu'à ça, on mangeait en y pensant, on faisait tout en y pensant, quoi. Ça nous occupait l'esprit constamment. Le créneau météo ne se fait pas attendre. Le 8 février,
la cordée prend la direction de la face nord du Cervin. Leur objectif est de gravir la voie Cognas-Cerruti, qui remonte le mur déversant du nez de Smut. Une voie technique et exposée dont personne n'a réussi l'ascension à la journée. Ce sera l'objectif de Léo, Seb et Benjamin pour conclure leur trilogie. Allez, c'est parti pour le Cervin. On a toute l'approche à faire, jusqu'au pied de la face. Et pour l'instant, les feux sont plutôt bien au vert. Alors, c'est marrant, c'est que cette trilogie, un peu avant de faire cet hiver, d'un cheminement que j'ai depuis plusieurs années, c'est je sais que j'allais plus ou moins décrocher avec les hivernales ambitieuses comme ça. Et puis aussi pour des raisons de risque, d'engagement, de temps que ça demande, et puis de flamme qui tout doucement diminue. Donc voilà, je savais avant ça que ça allait être un tournant, donc forcément, ça se termine très bien. C'était une super aventure, c'était hyper stimulant. Et du coup, c'était une grande fête, la fin. C'était quelque chose, c'était quand même vraiment un accomplissement pour nous trois d'avoir réussi à boucler ce projet. Et puis de cette manière-là, ouais, moi, après cette trilogie, je me dis que c'est quand même une page qui se tourne. Oh bah tiens. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je fais une vidéo. Bientôt 7h, le jour se lève. On a fait déjà 8 longueurs. Bon voilà, on attaque les longueurs un peu difficiles. Le rocher est vraiment pas terrible. Donc Léo là il fait vraiment gaffe parce qu'il y a Seb qui est derrière. Oui, c'est un peu de la merde le rocher, ouais. Faut vraiment faire gaffe. Franchement, Baj, la vidéo que tu m'as dit de faire, elle va faire un tabac là. On voit bien ton entrejambe, c'est Si t'avais réussi à passer la tête entre ton entrejambe, ça aurait été vraiment super. Ouais, voilà, c'est vraiment une bonne vidéo de montagne, ça. Ça, c'est vraiment classique. Benjamin? Oui, C'était bien aujourd'hui? c'est pas fini aujourd'hui. Mais toi, ta première journée? Moi, je suis content. J'ai fait des longueurs athlétiques. Ouais. J'ai fait des longueurs pète mollet. Disons que j'ai fait T'as fait un panel le panel de l'alpinisme. Bon, là, c'est quand même pas des longueurs faciles, hein. Voilà, ça c'est notre petite ration pour chaque journée qu'a fait notre bon cuisinier Léo. Donc c'est composé de saucissons, voilà, un peu de fromage. Ça c'est le package salé. Et après je vous montrerai le package sucré, agrémenté de nombreuses barres de céréales. Et c'est tout ce qu'on a. Bon Léo, tu nous sors de ce terrible, de cette ombre du nez de Schmutz là. Allez. Allez, Donc ça passe à droite du surplomb blanc là. Mais ce que je voulais te dire aussi, c'est que pour moi une hivernale c'est jamais facile. Voilà. C'est jamais facile, où que tu ailles, dans n'importe quel projet, que ça soit même un truc pas très soutenu techniquement, ouais, tu prends des risques quand même. Je sais pas si c'est si bien que ça ce qu'on fait, voilà. Ouais. Je sais pas si c'est si bien que ça. Par rapport à tout, hein, à notre intégrité physique, à notre famille. Moi, j'ai une copine avec laquelle je vis, donc elle sent, je sens, on sent tous le stress ce que provoque ce genre de projet. C'est pas du tout anodin. Parce qu'en fait, ce qu'on vit là-haut, c'est quand même des choses qui sont peu communes. Mais c'est ça qui fait qu'on y revient d'ailleurs. C'est cette intensité qu'on vit là-haut. Le problème, c'est que du coup, tu deviens un peu addict à ça, à cette sensation. On est un peu des drogués, quoi, en quelque sorte, tu vois. C'est pour ça que moi, je ne sais pas si c'est finalement si bien que ça d'être drogué, tu vois. L'alpinisme et l'envie de vivre, finalement, sereinement, non, je dirais que c'est presque antinomique. Si tu n'as pas envie de prendre de risques, tu fais pas d'alpinisme, ça c'est sûr.
qui s'embrase avant qu'on atteigne le sommet du Cervin. Dernière ligne droite. On est bien fatigué. On est bientôt arrivé au sommet. Allez, hein. Les Hermates tout en bas qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir nos frontales peut-être, hein, descendre l'arête d'Orny. On voit la croix juste à gauche. Et Seb qui va bientôt arriver au sommet côté italien. C'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. On a terminé. On a terminé. On a terminé. Ça y est, ouais. C'est top. Je suis trop content. C'est énorme, hein? Ça y est, sommet du Cervin. Les gars!